Spécial CAN Maroc 2025, c'est parti sur votre télévision Eden TV. La Team Sport est déjà présente sur ce plateau. Bertrand Brun, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir chers téléspectateurs. Alors vous m'avez devancé du peu là, un nouveau visage sur ce plateau. Jean-Baptiste Seguier, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir Brun Bertrand, chers téléspectateurs, bonsoir. Pour une première fois. Oui, nous allons décortiquer un peu ce qui se passe au Maroc. Et ce qui se passe au Maroc, tout le monde le sait déjà. Il s'agit de cette actualité liée à la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2025. Et tout de suite, nous en parlons juste après ceci. Alors, le coup d'envoi de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été donné ce dimanche, bien sûr. Et c'était de l'autre côté du Maroc. Moi, j'ai bien envie de vous demander votre impression liée à cette prestation. C'est normal, j'ai suivi hier sur les écrans de la télé une très belle cérémonie d'ouverture, riche en couleurs et en musique. Et j'étais vraiment sidéré parce que le Bénin aussi a été honoré par la star mondiale. Vous voulez parler de la diva de Grammy Award, je veux nommer Angélique Kidjo, qui a fait une très belle prestation. Et cela augure de notre identité culturelle aussi. C'est une très belle cérémonie d'ouverture que le Maroc a fait. Et n'en déplaise, 2 cérémonies ou 3 cérémonies d'ouverture de la CAN ne peuvent se ressembler. Parce qu'hier, on a parlé de l'ouverture du Cameroun. Après, c'était la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le Maroc. Compte tenu des aspects socio-culturels de chaque pays, le Maroc ne peut mieux que faire ça. Et hier, vraiment, c'était une très belle cérémonie que nous avons suivie à la télé. On vous sent un peu sur la défensive, là. Jean-Baptiste Seguier, vous avez suivi la prestation artistique liée à l'ouverture de cette édition. Oui. Vos impressions? Comme vient de le dire Bertrand Brun, nous avons assisté hier à une cérémonie de taille. Le Maroc a voulu que cette CAN-là soit une grande CAN et elle a commencé d'abord à le démontrer à travers cette cérémonie que nous avons suivie hier au stade Prince Moulay Abdellah. Au Araba. Je pense que ce mélange artistique de musique, mais également de culture africaine, montre combien de fois cette diversité doit nous permettre de construire une grande Afrique à travers le sport, justement, qui réunit aujourd'hui 28 équipes au Maroc. Sinon, 28 nations. 28 nations. Que dit de ces critiques qui se veut comparaison un peu avec les éditions précédentes? Oui, c'est tout normal. À chaque édition, on veut que le pays ou la nation qui organise la CAN fasse plus d'efforts que ce qui a été fait précédemment. Et quoi qu'on dise, moi je trouve ces tableaux, les tableaux que nous avons vus hier de taille, et le Maroc a démontré qu'elle est une grande nation de football, mais également une grande nation de culture. Elle a su rassembler les différentes cultures que présente ou que représente l'Afrique à travers ce tableau que nous avons suivi hier, qui était vraiment merveilleux. Alors, une grande nation de football, le Maroc n'a pas manqué, a répondu présent également sur le terrain, parce que dans la foulée de cette cérémonie d'ouverture, nous avons vu quand même les Lions de l'Atlas qui ont su réaliser ce qu'il faut pour emporter les 3 points de leur match d'ouverture face aux Comores. Alors, Jean-Baptiste Seguier, est-ce que cette équipe de Maroc, au vu de la prestation qu'il nous a faite hier, est-ce que cette équipe vous rassure? Il faut dire d'abord que le Maroc a quand même présenté un beau tableau hier, même si en première mi-temps, on peut leur reprocher quelques failles, et ça peut se comprendre parce que c'est quand même le pays organisateur, et les joueurs avaient cette pression-là de pays organisateur, ils avaient cette pression-là de leurs supporters, ils avaient cette pression-là de la nation qui est derrière eux. Est-ce que c'est la pression là, ou bien c'est beaucoup plus de l'encouragement? Je pense que la pression serait plutôt du côté de l'équipe adverse. Non, pas du tout. Ils avaient la pression de bien faire. Oui, de bien faire, d'impressionner justement ce que je voulais dire, d'impressionner leur nation. Et ils ont
passé un peu à côté de leur première mi-temps, mais ils se sont rattrapés très vite en seconde mi-temps avec le premier but qui est venu à la 55e minute par justement Brahim Diaz, qui est un sociétaire de Real Madrid, qui a démontré quand même qu'il est d'un haut niveau, des joueurs que nous réclamons dans nos équipes nationales. Avec beaucoup de précision, hein, j'ai entendu un petit nom rapidement. Bon, j'étais ça. Peut-être Cambouin, vous avez suivi ce match-là, un Maroc qui est tenu en échec lors de en tout cas, la première partie du jeu. 0 but partout face à une équipe qu'on peut qualifier d'outsider dans ce groupe. Hein. Bien sûr, Modeste, aucune équipe dans cette CAN n'est qualifiée d'outsider parce que le Comore nous a démontré hier qu'il avait qu'il est bien un pays de football, en faisant vraiment, à travers ces 45 premières minutes que nous avons suivies, en faisant un bloc bas pour contrer tous les assauts de l'équipe marocaine, et ils ont réussi. Ils ont réussi la première mi-temps pour bien les contrer mieux. Malgré la sortie du capitaine du marocain à la 15e minute, ils ont pensé qu'à tout moment, ils pouvaient faire le break et marquer le premier but, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Oui. Parce que le Maroc avait, comme JB l'avait dit, Jean-Baptiste l'avait dit, une pression des supporters, une pression en tant que pays organisateur. Ils n'étaient pas bien rentrés dans le match et ils pouvaient facilement passer à côté de ce match-là à la première mi-temps. Et je pense que la lecture que le coach comorien a fait a été un peu biaisée au niveau de la seconde partie parce que comme ils ont eu à contrer l'équipe marocaine pour les 45 premières minutes, ils ont pensé qu'à tout moment, le Maroc est prenable. Donc, ils ont essayé de faire monter les attaquants pour pouvoir scorer. Et puis, la défense a monté un peu. Puis, le but est venu sur les deux buts qu'ils ont pris à la 55e minute sur une passe et à la 75e minute. C'est les deux erreurs qu'ils ont eu à faire. Or, ils pouvaient simplement maintenir leur bloc bas et contrer le jeu jusqu'à la 90e minute. Et c'est ça qui a manqué un peu. Maintenir le bloc bas, est-ce qu'à un moment donné, ils ne vont pas craquer parce que face à eux, il y a l'expérience qui peut parler à tout moment. Ils étaient préparés pour. Et ça ne changeait rien s'ils défendaient avec ce bloc bas de la première minute à la 90e minute. Bon, je ne suis pas sûr que ce serait l'avis de Jean-Baptiste parce que malgré ce bloc bas, nous avons vu quand même cette équipe de Maroc qui a pu obtenir quand même un penalty que n'eût été, il faut aussi avouer la classe du gardien comorien qui a quand même fait sortir. Un penalty mitigé. Oui. Non, mais quand même ça a été un penalty tiré quand même et puis n'eût été la présence du gardien, ça aurait été. Donc c'est un peu pour dire quand même si le bloc était bas, mais pourtant le Maroc a su trouver. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Maroc c'est quand même de l'expérience. Voilà. Nous savons tout l'investissement que le Maroc a dû faire pour être à ce niveau-là. Ce n'est pas on ne peut pas comparer le niveau d'exigence que le Maroc a aujourd'hui au niveau d'exigence du Comore, qui est une jeune équipe qui est en train de monter, mais qui a quand même démontré une certaine résilience hier face à une équipe marocaine très expérimentée, avec de grands noms, qui quand même en Afrique fait partie des leaders en termes d'équipe nationale. Et comme Bertrand l'a dit, l'équipe comorienne avait maintenu son bloc bas, mais laissait quand même des espaces. Et à travers ces espaces-là, on a vu que le Maroc a su utiliser sa technique qui lui a permis les deux buts hier, c'était de petites erreurs d'espace qui ont permis au Maroc de pouvoir abattre la brave équipe du Comore hier avec 2 buts d'écart. Alors, je voulais préciser que les deux équipes hier avaient presque les mêmes compositions. Ils ont évolué en 4-3-3. Et chaque fois quand le Maroc avait le ballon,
les deux latéraux montaient pour créer le surnom au niveau de l'attaque. C'est pour ça, vous allez voir au niveau des 45 premières minutes, la défense montait jusqu'au milieu central. Et Brahim Diaz, qui est positionné dans l'axe central et dans le milieu, avec le milieu central Amrabat, qui est le dépositaire du jeu de l'équipe marocaine. Ça a permis à Brahim Diaz de monter à tout moment et de faire des petites passes pour pouvoir débloquer le verrou mis en place par la défense comorienne. Et mieux, je disais que facilement qu'ils étaient à quelques minutes de faire un match nul parce que la présence aussi de l'attaque comorienne a fait parler de lui sur ces deux opportunités qu'ils ont eues, surtout, et qui n'ont pas finalement concrétisé. Oui. Et ils ont manqué d'efficacité en offensive. Ils ont eu quand même des opportunités, comme vous venez de le souligner, qui n'ont pas su... ils n'ont pas pu les concrétiser. Ils n'ont pas pu les concrétiser oui. À cause de, je peux dire, de leur inexpérience, parce qu'il leur a manqué ça. Ils étaient en bloc bas, ils faisaient tout pour ne pas craquer, ils faisaient tout pour que le score ne soit pas fleuve. Et donc, ils n'ont plus eu cette habilité-là ou cette vigilance-là de pouvoir... je vais dire converger leur effort vers l'avant pour pouvoir efficacement, en tout cas, mettre un but, tout au moins, qu'un but. Face et espérer peut-être égaliser. Mais il faut le dire, nous avons assisté à un match d'une très haute facture hier où une équipe comorienne qui était quand même battante, qui a démontré quand même qu'elle est là pour quand même défendre les couleurs nationales. Et puisque vous parlez de cette détermination de cette équipe de Comores, quelles sont, selon vous, les chances de cette équipe? Est-ce qu'on peut encore craindre un groupe composé, bien sûr, de Maroc, Mali, Zambie, et puis des Comores? Est-ce qu'on peut, au vu et au su de la prestation de l'équipe, est-ce qu'on peut craindre un peu pour les autres nations? Est-ce que les Comores peuvent créer la surprise dans ce groupe? J'ai bien envie de dire qu'il n'y a pas une équipe outsider, comme venait de le dire Brun. Oui. Dans cette CAN, il faut s'attendre à toutes les surprises. Justement, face au Maroc hier, les Comores ont montré qu'ils étaient quand même capables de faire face à toute équipe aujourd'hui. Nous avons de grandes nations de football comme le Cameroun, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, qui sont quand même là. Oui. Mais nous avons assisté à un match du Comores hier qui, en tout cas, moi personnellement, me fait croire que cette équipe-là n'est pas là juste pour du beurre. Alors, comment pour vous? J'ai été sidéré par la prestation hier de l'équipe comorienne. Il faut le rappeler, c'est vrai qu'ils sont à leur deuxième participation de la CAN et ce n'est pas par miracle qu'ils sont venus à la phase finale pour jouer la 35e édition de la CAN au Maroc. N'oublions aussi pas que les Comores étaient sortis de leur poule en 2023 avec leur dernier match. Et avec ça, ils ont eu leurs 3 points pour pouvoir sortir de leur club. Ils ont encore toutes les cartes en main. Et je pense que dans ce groupe, les Comores ont encore quelque chose à faire valoir et à tout moment, ils peuvent faire sortir la tête de l'eau de ce groupe. Malgré leur première défaite. Malgré leur première défaite. Alors, parlant de la CAN, nous avons vu quand même un élément qui n'est pas passé quand même inaperçu. Il s'agit bien sûr de la mascotte pour cette édition. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui tourne autour de cette, en tout cas de ce symbole qui représente la CAN cette fois-ci. Bien sûr, la mascotte pour cette CAN est inspirée des lions de l'Atlas. Comme nous pouvons dire aussi que nous sommes ici au Bénin, nous sommes représentés par les Guépards. Oui. Comme le Cameroun, on peut parler des lions indomptables et au Sénégal des lions de la Teranga. Assad est inspiré de lions de l'Atlas. L'un des symboles nationaux les plus emblématiques du Maroc. Assad tire son nom du mot arabe lion. Il incarne la force, la fierté et l'authenticité culturelle. C'est lui l'ambassadeur de la CAN et
il symbolise l'enthousiasme, la ferveur, l'énergie que font la grandeur de cette prestigieuse compétition de football sur le plan africain. Et c'est le lion, mais ce lion, vous allez le voir avec le ballon au pied pour signifier sa force et sa rigidité pour pouvoir gagner cette compétition. Et cette mascotte a été dévoilée par le biais de la CAF et le comité local de l'organisation de la CAN au Maroc, le 8 décembre passé. Voilà. Oui, je voulais dire que on a plusieurs lions. Mais si, c'est là. On a plusieurs lions, mais voilà. Bon, pour le cas d'Assad, il faut l'ajouter à ce que vient de dire Bertrand Brun, que cette mascotte-là incarne la vitalité sportive que nous avons en Afrique. Nous savons que le sport, ça demande une certaine vitalité, ça demande une certaine force physique. Incarne le lion. On sait que le lion, c'est lui qui est le roi de la forêt, qui est défini comme le roi de la forêt. Oui. Donc le lion, Assad, en tant que lion de l'Atlas, compte remporter cette CAN-là à travers ce symbole qu'il est pour le Maroc. On espère bien. Alors, l'autre équipe qui nous intéresse cette fois-ci, il s'agit bien sûr des Guépards qui ne manquent pas aussi de la vigueur, ni du courage et de la force et tout ça, là, tout ce qui va avec. Nos Guépards, nous avons connu déjà, sinon la liste officielle est déjà connue, nous savons nos 28 représentants pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. J'aimerais savoir quelle lecture on peut, quelle analyse vous faites de cette liste, une liste émaillée un tout petit peu de blessés, d'absents. Bertrand, est-ce que cette liste vous convainc? Cette liste ne peut que me convaincre parce que... tu le dis parce que tu n'as plus le choix, c'est ça? C'est fait. Le technicien a déjà fait sortir sa liste. Le vin est tiré, il ne faut que boire. Et j'avais dit ici sur ce plateau qu'il y a une forte probabilité ou possibilité que Santos ne joue pas, soit la CAF n'a pas encore validé sa nationalité, ou peut-être qu'il sera blessé, c'est vrai. Avec ces listes, je vois qu'il y a 2 joueurs béninois qui jouent le championnat national. Ce qui m'a un peu attristé. Nous n'avons pas forcément besoin des stars de la classe de Hakimi ou de Salah ou pourquoi pas Osimhen ou Lookman. Nous avons quelque chose qui se fait ici par le biais du gouvernement du président Patrice Talon depuis 2016. Il y a une refonte totale. Nous avons une régularité de la compétition du championnat béninois. Et ce n'est pas pour rien que les Botswanais sont venus à la CAN avec leur équipe locale. C'est la preuve que nous pouvons le faire aussi chez nous. Mieux, cette liste me dérange un peu du fait que nous n'avons pas compris du fond en comble comment est-ce que à 2 mois ou à 1 mois de la phase finale de la CAN, que c'est maintenant que notre coach a eu le dos au mur pour pouvoir chercher des doubleux avec la suspension des 5 titulaires indiscutables. Ce n'est que lui qui est le premier responsable de l'équipe. Il pourra nous donner de retour après la CAN. Sinon, cette liste, me laisse un peu perplexe. La liste qui laisse Bertrand perplexe. Hein. Alors Jean-Baptiste, est-ce que ces 28 joueurs sélectionnés, c'est quand même sont quand même des Béninois évoluant dans des championnats étrangers, même si on aurait peut-être souhaité avoir beaucoup plus de locaux sur cette liste. Mais est-ce que ce n'est pas des joueurs capables de faire l'affaire? Oui, je pense que à la lecture de ce que le coach nous a présenté, nous pensons que ce sont des joueurs
capables de faire le job, comme on le dit ici. Ce sont des joueurs qui ont quand même un talent. L'équipe du Bénin, on a dû le constater, est une équipe en progression. Un mélange d'expérience et de talent. Nous avons des joueurs très expérimentés qui sont quand même à leur deuxième CAN. Il y a certains qui sont à leur première CAN. Et donc, c'est un mélange d'expérience et quand même de jeunes talents qui sont là pour, dans un premier temps, défendre les couleurs du pays, mais également prouver de quoi ils sont capables. Et aujourd'hui, on peut critiquer les choix du coach. Je pense que c'est lui qui a la lecture de tout, en tout cas la lecture globale des cartes qu'il a entre ses mains pour pouvoir opérer ses choix. Nous autres, on constate et juste on voit, on analyse. Ouais. Pour moi, j'espère qu'ils vont nous surprendre au cours de cette CAN, comme ils l'ont fait à la dernière CAN, où on ne les espérait pas en huitième de finale, mais ils y sont pointés. J'espère qu'ils iront plus loin cette édition. Et nous voyons à travers leur regard, quand on observe ces jeunes-là, qu'ils ont vraiment envie de prouver quelque chose, qu'ils ont vraiment envie d'aller loin dans cette CAN. Et j'espère qu'à l'ouverture demain, à leur match d'ouverture demain, ils pourront nous démontrer cela. Et ça va dépendre des choix tactiques du coach qui est en train de les conduire actuellement. Avant d'aborder même le match, oui. Ma foi, c'est vrai, je suis un peu perplexe par rapport à cette liste-là, mais il y a un point un aspect que je voulais soulever. Oui. C'est vrai que je suis un peu perplexe parce que les deux derniers matchs que nous avons suivis, nous n'avons pas aujourd'hui l'identité de l'équipe. Nous ne pouvons pas dire, avec telle attaque, avec tel milieu, notre équipe peut faire ci, peut faire ça. Mais je reste optimiste. Pour dire qu'à tout moment, les doublons que Guinor a eu peuvent faire le break à tout moment, peuvent exceller, peuvent faire un match de toute leur vie pour la première fois. Et c'est possible que cette chance qu'ils ont pour jouer cette CAN-là, de prouver à tout le peuple béninois qu'on n'est pas en train de se tromper à rester derrière eux pour les soutenir. Voilà. L'autre remarque que je voudrais faire à Jean-Baptiste, c'était parmi les blessés du Bénin, puisqu'on parle de la liste ici, nous avons vu quand même cet Andreas Rontosi, ce qui on peut compter pour l'attaque de l'équipe béninoise, qui était annoncé quand même blessé du côté du Bénin, mais qui, par surprise, on le voit quand même titulaire avec son club en Bundesliga. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce message? Et d'autres pourraient me dire qu'il n'est pas le seul dans ce cas. Oui, moi je fais une autre lecture de la situation parce qu'il y a certains qui se sont plaints du comportement du jeune Andreas qui quand même est un espoir pour l'équipe pour pouvoir surtout en attaque pour pouvoir percer la défense adverse. Mais il faut reconnaître que il a été annoncé au moment où le coach était appelé à arrêter sa liste. Donc le coach ne savait pas peut-être quand sa blessure allait être guérie pour pouvoir l'intégrer à son équipe à ce moment-là. Si le coach a retenu sa liste et juste un temps après, il est guéri et il a pu jouer pour son club, bon, on peut se dire que voilà, chacun des deux côtés a dû analyser ce qu'il était favorable pour lui ou ce qui allait dans son avantage pour faire les choix. Le coach ne voulait pas prendre de risque pour retenir un joueur qui peut-être va venir à la CAN et ne pourra pas jouer ou peut-être va jouer et puis replonger encore. Bon, il ne voulait pas prendre ce risque-là. Donc, il a certainement fait le choix d'un joueur sur qui il pourra compter, en tout cas, dans son parcours au cours de la CAN en excluant
Andreas pour cette édition. Ça n'exclut pas que s'il est apte à jouer un match ponctuel pour son club, il ne le fasse pas. On ne va pas lui en vouloir pour ça. Et moi, je suis contre tous les commentaires qui tendent à l'incriminer ou à le pointer du doigt en disant que voilà, il n'est pas patriote. Mais bon, on ne peut pas exclure tous les commentaires également parce que nous avons vu le cas, pas plus qu'hier, le cas de Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain, et aussi le joueur du Maroc. Quand même, Hakimi est blessé, n'est-ce pas? Oui, est parti de la liste des sélectionnés. L'ampleur des blessures peut ne pas être les mêmes. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Si le risque est beaucoup grand pour lui, s'il jouait à la CAN, le risque est beaucoup grand qu'il replonge s'il jouait à la CAN. Je pense qu'il vaut mieux le préserver pour de plus grands défis. Parce que ce n'est pas les derniers matchs que le Bénin va jouer. Et Andreas, nous avons besoin de lui pour d'autres défis. Alors, Bertrand? Oui, Modeste, tu sais, n'en déplaise aujourd'hui, Andreas Ntondy fait partie des joueurs, des internationaux, des joueurs qui jouent à l'international et il est le plus coté aujourd'hui. Oui. D'accord? Et il a donné son OK au Kepa, au Bénin, pour pouvoir jouer. Et nous avons vu de quoi il est capable durant toutes les campagnes de qualificatif de la CAN et aussi, pourquoi pas, aussi on l'a vu jouer. On l'a vu jouer, on l'a vu mouiller les maillots. C'est vrai, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, ne savons pas la substance ou le contenu des discussions qu'il a eu avec le coach ou que le coach a eu avec le staff médical de Andreas Ntondy. Ne savons pas et c'est un peu trop tôt de le juger ainsi. Il a déjà un carton, il ne pourra pas jouer le premier match, je pense. Oui. Il ne pourra pas jouer le premier match et il a seulement 2 matchs à jouer. Et il était blessé. Personne ne savait qu'il sera rétabli ou remis aussitôt. Et il n'est pas le seul. Quand vous allez voir le joueur congolais Wissam, Wissa, c'est la même chose. Il a joué avec son club Newcastle le samedi passé, je pense bien. Mais annoncé de l'autre côté, bien sûr, forfait. Bien sûr, donc c'est des choses qui peuvent arriver, c'est des choses qui peuvent arriver et à tout moment, c'est à nous de savoir comment prendre. Sinon, ce n'est pas forcément à cause de ça que le public béninois va le vomir. Non, il a eu à faire ses preuves. Je veux citer aussi le cas de Tossin, par exemple, qui vient ici et à des moments donnés, il paraît qu'il est blessé et il retourne là-bas en France pour jouer des matchs. Ce n'est pas pour la première fois. Donc, laissons Andreas en paix, il nous reviendra en forme. Parce que chaque fois, même les matchs qu'ils ont eu à jouer, le dernier match qu'il a eu à jouer avec les Guépards blancs et les Guépards jaunes, au stade que j'ai vu, la douleur était là. C'était là, il sentait la douleur. Il vaut mieux un Andreas au complet qu'un Andreas diminué et qui nous prive encore d'un joueur peut-être qui va démontrer de quoi il est capable lors de ces cas. Bien sûr, et peut-être qu'il y a des joueurs qui sont là sur le banc de Kenod Road qui peuvent faire 2 fois ou 3 fois plus que lui. C'est leur sens de prouver. Et surtout là où ce sera très bien, c'est qu'il y aura l'effet surprise. Pratiquement, on connaît Andreas, on sait de quoi il est capable, mais les autres, en tout cas le doublon, celui qui va prendre maintenant sa place, entre griffes un peu méconnu. Oui, mais c'est pas... Il peut créer la surprise. Justement, je voulais revenir sur les absents de notre première ou de la première rencontre du Bénin. Oui. Qui se joue déjà. Oui, qui se joue demain. Oui. Il y a Steve Moumier, il y a Andreas Ntondy, il y a... Sous le coup de cumul de cartons, bien sûr. Oui, il y a Tidjani. Voilà des têtes qui ne seront pas, quand même, des têtes très importantes qui ne seront pas sur le terrain demain pour défendre les couleurs du Bénin. Et il faut dire que si l'entraîneur, le sélectionneur lui-même, il a fait ce choix de joueurs, c'est qu'il compte certainement sur des profils
dignes de remplacer ceux-là et de faire le job. On espère demain que le job sera fait et on en sortira victorieux. Et en termes d'espérance, vous savez très bien, quand le Bénin joue, c'est tout le public sportif béninois qui quand même soutient cette équipe, qui apporte totalement leur soutien à cette équipe. Et là, le ministère des Sports a quand même compris l'enjeu en installant cette fois-ci des fan zones. Des fan zones un peu partout, on va dire, sur le territoire national. Oui, trois fan zones sont installés au Bénin, sur le territoire national. Nous avons un qui est installé au niveau du bicentenaire à Cotonou. Il y a un autre à la place publique de Zongo, à Parakou. Et il y a un troisième qui va se trouver au Carrefour Château. C'est à la société de cimenterie Lafage à Poubet. Au-delà de ça, il y a le village du Bénin qui est installé même à Rabat, qui permet quand même aux Béninois, aux ressortissants ou même aux supporters qui sont allés supporter nos équipes au Maroc de pouvoir aller se détendre, de pouvoir aller suivre les matchs, les différents matchs, à défaut d'avoir les billets pour aller suivre les matchs au stade. Donc je pense que le ministère a quand même mis les bouchées doubles pour pouvoir permettre aux populations de vivre ces moments de CAN avec beaucoup d'aisance. Alors, oui, le ministère a fait sa part, la fédération a fait sa part, mais 3 fan zones, oui. Avec des concerts, parfois, ça voudra dire que nous pouvons quitter notre maison entre amis et aller suivre ces matchs-là en direct, parler, bavarder un peu, oui. Mais être en communion, on m'a dit, la distance avec nos 11 guépards. Bien sûr que oui. Voilà, Eden TV est en train de faire déjà ce qu'il peut, mais normalement, à l'aube de cette CAN, nous devons déjà voir des caravanes que je n'ai pas vues. Parce qu'il y a des Béninois. Il n'y a pas de communication. Il y a des Béninois à Landa qui ne savent même pas l'existence de cette phase zone 1, 2, qui ne savent pas que notre équipe nationale va à la CAN. Mais ça là, c'est peu, hein? Ça doit être peu. Hein? Non, puisqu'il n'y a pas beaucoup de communication autour. Il n'y a pas beaucoup de communication autour. C'est ce que je déplore. Au moins, le ministère a fait pour lui. Les mairies, pourquoi pas les partis politiques? Parce que c'est le football qui nous unit. Le football ne connaît pas ni d'opposants ni de mouvanciers. Le football unit les peuples et c'est normalement autour de cette CAN que nous devons voir beaucoup de communication, que tu sois mouvancier ou opposant. C'est maintenant que vous devez faire le job et montrer que vraiment les guépards sont là pour tous les Béninois. Et tous les Béninois sont là pour accompagner les Béninois. C'est vrai, on a suivi le message du ministre des Sports quand il voulait remettre le drapeau national au capitaine, oui. Et c'est vrai qu'il y a ce message qui retient mon attention, que nous sommes 14 millions de Béninois qui sont représentés là-bas, oui, mais il faut vraiment communiquer autour que nous soyons aptes à soutenir, à rester en prière et pourquoi pas gagner ce premier match que nous voulons jouer demain. C'est possible. Pourquoi pas? Je voulais m'aligner à ce que vient de souligner Brun pour dire qu'il a vraiment manqué de la communication autour des initiatives qui tournent autour de la participation des guépards à cette CAN. 3 fan zones, je pense que c'est un effort, mais c'est assez peu pour permettre couvrir tout le besoin des jeunes du Bénin. Et je pense que les initiatives personnelles ou individuelles ne vont certainement pas manquer dans la ville, mais quand on entre dans la ville, on ne sent pas que les guépards participent à un événement continental qui rassemble quand même plusieurs nations et qui devrait être une vitrine pour le pays.
on a l'impression que les autorités n'espèrent pas grand-chose de cette partie. Oui, c'est la lecture que je fais. N'espèrent pas grand-chose de cette participation parce que on voit combien de fois certains événements touristiques, culturels sont organisés. Et même si c'est des événements portés par uniquement le Bénin, on voit comment la communication se fait autour. Mais cette participation-là, ni la fédération, ni le ministère n'ont vraiment pas mouillé le maillot en ce qui concerne la communication autour de la participation des guépards. Je ne sais pas si c'est une mauvaise lecture, mais c'est la lecture que moi j'ai faite. Mieux pour renchérir, nous avons vu la communication qui a été faite autour de l'organisation des Jeux universitaires à Savalo. Justement. Ouais. Jusqu'à maintenant, nous avons encore des affiches un peu dans la ville qui montrent qu'il y a, donc, il y a eu des Jeux universitaires qui sont encore là sur des panneaux. Et pour les écureuils, Pour les guépards, bien sûr. Vous ne voulez pas quitter leur cours d'écureuil, mais eux autres, ils sont déjà loin des écureuils. Pour les guépards, nous n'avons même pas eu d'affiche de sentiment qu'ils vont là-bas. Et c'est à 2 jours, à 3 jours qu'on a eu peut-être un réservoir de photos où les joueurs ont fait le shooting. Nous n'avons pas la réception. Voilà, nous n'avons pas eu de même à l'annonce de la liste même des guépards, c'est comme un fichier PDF qui a été publié, alors que d'autres nations, on voit comment les visuels sont bien faits. On espère bien. On espère que ça ne va pas impacter notre participation et ça ne permettra pas d'engranger des victoires. D'une manière ou d'une autre, je pense bien, je peux me tromper, que ce n'est pas ça qui va impacter le résultat. Le résultat, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain et nous avons 90 minutes pour nous défendre face à la RDC. Et à moins, ma prière, c'est qu'à moins de gagner, de prendre les 3 points, que nous fassions au moins un match nul. Encore que nous savons très bien, les guépards, ils nous surprennent toujours. Ils nous surprennent. C'est là où on les attend moins. Vous voulez dire négativement ou positivement? Non, positivement, bien sûr. C'est là où on les entend moins qu'on les voit performer. Comme nous suivons un peu le parcours des guépards à la CAN, en 2004, ils étaient sortis avec 0 point. Avec un goal average de -8. En 2008, ils sont sortis avec 0 point, avec un goal average de -7. En 2000... Quoi, vous me rappelez? En 2019, ces moments sombres là. En 2019, voilà, c'est ça qui qui m'intéresse. en 8. Quand on travaille, on évolue. Ils ont fait 3 matchs nuls. Voilà, ils sont sortis avec 3 points. Et ils ont fait échouer l'Europe, le Maroc. Du moins, ils ont battu l'Europe. Qui aurait imaginé ici au Bénin qu'on pouvait battre le Maroc en 2019 c'est pas du tout imaginer que le Bénin, qui est à sa 4e CAN, doit battre le Grand Maroc. C'est pas possible. Donc, coïncidence peut-être que comme la CAN se déroule maintenant cette fois-ci au Maroc, on peut espérer. Voilà, avec la ferveur du capitaine, avec la motivation et tout ce qu'il y a autour, c'est fort probable que nous puissions obtenir ce qu'il faut pour pouvoir sortir de ce groupe. Alors, la CAN, cette édition de la CAN aussi, c'est des grands absents. On parle des grands absents côté Bénin, mais il y a des grands noms qu'on ne va visiblement pas retrouver pour cette édition. Déjà, quand on prend le continent, entre griffes, comme on a l'habitude de l'appeler, les lions indomptables du Cameroun. Il y a quand même de grands noms là qu'on ne verra pas. Vincent Boubacar, André Onana, on ne verra pas ça. Oui, je pense que pour le cas que vous venez de citer, le cas du Cameroun, je pense que nous sommes à une phase de transition. Vincent Boubacar, on peut lui reconnaître tout son talent, tout son potentiel footballistique, mais il est vieillissant. Là, j'ai appris par là. Oui, il y a quand même des jeunes qui ruminent, qui attendent de montrer ce qu'ils ont dans le ventre et qu'il faut promouvoir pour que le flambeau soit transmis
Et on l'a vu pendant les matchs de qualification pour la CAN et pour le Mondial. Nous avons vu combien de fois Vincent a été percutant, combien de fois Vincent a été présent, mais il va falloir à un moment qu'il transmette le flambeau. Et je voulais aussi amputer cette absence-là à toutes les tensions que nous avons connues au niveau de la tête de la fédération camerounaise de football. Certainement que nous, on ne connaît pas les dessous, mais ça a pu être des éléments qui ont milité pour son absence. Et pareil pour André Onana, qui n'est plus à présenter, un grand gardien de but, mais qui parfois s'emporte beaucoup trop. Et certainement que ce sont des éléments qui ont fait qu'ils sont absents. Je pense personnellement que c'est une période de transition que vit actuellement le Cameroun. Et connaissant le Cameroun pour son football, ils vont nous surprendre lors de cette CAN. Agréablement. Alors, Bertrand Brun, il n'y a pas que Vincent Aboubakar et André Onana. Nous avons aussi de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. On n'aura pas Nicolas Pepe récemment, aussi l'autre qui est déclaré forfait. Il s'agit bien sûr Allaire, Sébastien Allaire, qu'on n'aura pas. D'accord. Avant de répondre à votre question, je voulais ajouter que au Cameroun, ce n'est pas que Vincent Aboubakar et Onana. Pas que, de grands noms. C'est de grands noms. Eric Massim Choupo-Moting qui sont là, des grands joueurs, des Amboa Guissa, qui ont fait, j'aurais appris qu'il est blessé, qui ont fait une très belle prestation au niveau de la CAN passée, et pourquoi pas au niveau de la Coupe du Monde qu'ils ont eu. Vincent Aboubakar est un finaliste et vous savez, comme le Bénin aussi, il faut rajeunir l'équipe. David Pagou a dit qu'il a besoin de donner des chances aussi à la jeune génération qui est là et qui peuvent prouver aussi qu'ils ont quelque chose à montrer sur le plan footballistique à cette CAN-là. C'est vrai. Pour revenir sur votre question, je voulais dire le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. Il y a deux qui m'intriguent un peu. Je veux dans le cas de Simon Adingra qui a fait une très belle prestation. C'est là qui a permis d'ailleurs à la CAN 2023 à la Côte d'Ivoire de décrocher une nouvelle étoile sur son maillot. C'est vrai qu'il n'est pas titulaire dans son club à Sunderland actuellement. Mais à tout moment, MS5 peut le convoquer pour pouvoir venir relancer son jeu et pourquoi pas relancer d'une manière ou d'une autre au niveau du club, parce que quand le coach d'un club va voir sa prestation à la CAN, c'est une manière de le crucifier. Et Nicolas Pepe, il a été frustré à double reprise parce qu'il a été récemment... C'était dans un événement... Non, il a été traité de traite, je pense, oui, d'un nègre. Il a été... vous savez, le championnat espagnol... En Espagne, vous parlez? Oui, il a été traité de nègre et il n'a pas reçu le soutien de la fédération ivoirienne. C'est après avoir dit ça qu'il y a un communiqué qui stipule le soutien à ça et de la fédération, de la fédération aux joueurs, n'est-ce pas? Du joueur, n'est-ce pas? Et après ça, il n'a pas été sélectionné. Pourquoi? Je ne sais pas les raisons qui ont amené MS5 à dire. C'est vrai que la concurrence est rude et il y a beaucoup de joueurs qui sont en attente sur la liste. Et certainement que ce n'est pas sa chance de jouer cette CAN. Il aura des joueurs venir son billet. Pourquoi pas? Toujours est-il, on va se préparer à ces phases de transition pour des grands noms que nous connaissons, parce qu'il y a des jeunes joueurs qui viennent, un peu comme ce que vous semblez, je vais parler bien sûr de Bertrand Brun, vous semblez dénoncer un tout petit peu du côté du Bénin. Le Bénin, nous avons l'habitude de chaque fois sélectionner quand même des expatriés en laissant les talents locaux. Le jour où on va commencer maintenant, par faire confiance aux talents locaux, vous allez voir, il y a des noms qu'on ne va plus voir figurer sur la liste. Donc, il y aura une phase aussi pas de forcément. transition. Le cas de la Côte d'Ivoire, ils n'ont fait que
faut appeler des joueurs qui sont à l'international, et rien que des joueurs qui sont dans Oui, mais quand même d'autres noms que les noms que nous avons l'habitude de voir. Oui, ce que moi je voulais peut-être relever sur ce point-là de joueurs nationaux. Bon, ceux qui sont, en tout cas, pour quelques-uns que je connais au niveau de l'équipe nationale du Bénin, ils ont pris part des équipes nationales avant d'aller à l'international. Donc on ne peut pas dire que c'est bon, ils n'ont pas privilégié des profils nationaux. Okay. On veut l'évolution des joueurs, on veut qu'ils jouent dans de grands clubs, qu'ils se soient ici au Bénin comme à l'international. C'est bien, mais il faut qu'il fasse le parcours. Mais n'empêche aussi, même si le joueur n'a pas encore fait ce parcours-là dont je parle, il ne faudrait pas qu'on laisse pour compte les talents. Pas du tout. On ne va pas laisser pour compte les talents nationaux, puisque le travail du gouvernement actuellement, c'est pour pouvoir construire des jeunes capables de rivaliser à l'international sans pour autant travailler au sein des équipes internationales ou des clubs internationaux pour pouvoir faire chaud là. Nous allons finir rapidement cette émission par le décryptage des grands favoris de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire, c'est vrai que nous, on va essayer d'analyser un peu en tenant compte des performances des équipes, de leurs prestations par le passé, bien sûr, mais sans oublier aussi cette possibilité pour des jeunes équipes de nous surprendre. On va commencer tout de suite en tout cas cette analyse-là par le groupe A, le groupe du pays organisateur, le Maroc. Alors Jean-Baptiste, quelles sont pour vous les équipes qu'on peut qualifier de favoris, qu'on peut miser là-dessus? Dans cette poule A, nous avons le Maroc, nous avons le Mali, les Comores, le Mali et la Zambie. Des équipes quand même pas faciles, parce qu'il y a le Maroc qui chapeaute toute cette équipe et cette poule et qui en même temps est pays organisateur, excusez-moi, et qui va chercher quand même à montrer que ce Maroc-là a sa place pour pouvoir remporter cette cadre-là. Nous avons le Mali qui, même si le Mali n'a jamais remporté une CAN, on peut lui reconnaître au moins qu'elle a été tout le temps solide en défense. Nous avons connu beaucoup régulièrement cette équipe qui se retrouve dans le dernier carré. Même si elle n'arrive pas à l'emporter, elle se retrouve dans le dernier carré. Donc on peut dire que dans cette poule-là, ces deux équipes sont en pole position pour pouvoir pour être les favoris. Mais le Maroc et le Mali. Oui, le Maroc et le Mali. Oui. Et il faut faire très attention face à une équipe comorienne qui est là pour prouver sa capacité à rivaliser avec les grandes équipes. Et l'autre équipe aussi, la Zambie, qui a quand même l'expérience. Pas l'autre club très expérimenté du continent, justement, le TP Banzembe. Oui, et qui d'ailleurs a déjà remporté une fois la CAN. Il faut s'attendre à tous les scénarios. Ils vont vouloir... Et en battant quelle équipe? Justement. L'Égypte. Justement. Ils vont vouloir rééditer l'exploit. Et donc, il faut s'attendre à tout. Mais pour favori, il faut se dire que le Mali, aujourd'hui, est une équipe sur qui on peut compter avec le Maroc, qui est le pays organisateur. Alors, Bertrand Blin, le cas du groupe B. Le groupe B, parce qu'on ira très vite, il y a dans le groupe B, là, nous avons l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, l'Égypte et puis l'Angola. En termes de favoris? En termes de favoris, nous avons forcément l'Égypte qui tient le record de la CAN jusqu'à 7. Mais maintenant, il a eu 7 fois cette fois champion d'Afrique. Après l'Égypte, je pense que l'Angola aussi a son mot à dire dans ce groupe parce que ils seront face à l'Afrique du Sud et au Zimbabwe. L'Afrique du Sud va peut-être vouloir montrer sa suprématie, mais je pense que nous avons une force en présence dans cette groupe-là.
l'Égypte et une finale qui va se jouer entre l'Afrique du Sud et puis l'Angola. D'accord. Moi, je dirais que l'Afrique du Sud dans le portrait, parce que l'Afrique du Sud aujourd'hui a un football local qui fait, en tout cas, qui rivalise beaucoup en Afrique et à l'international. Voilà ce que je voulais ajouter. Donc l'Afrique du Sud l'emporte d'office chez vous. Oui. Je reste toujours avec vous, pour évoquer rapidement. On va très vite. Hein. Le groupe C, la Tanzanie, le Nigeria, la Tunisie et l'Ouganda. La Tanzanie, le Nigeria, la Tunisie et l'Ouganda. Ça fait partie, le groupe C, je l'ai analysé la dernière fois, ça fait partie des groupes les plus en deux mots rapidement, parce qu'il nous reste beaucoup de groupes. Je pense que la Tunisie et le Nigeria peuvent faire sortir facilement la tête de l'eau. Dieu merci, je n'ai pas ce groupe-là avec vous, mais plutôt avec Jean-Baptiste. Il s'agit du groupe des Guépards, le Sénégal, le Botswana, la République démocratique du Congo et puis le Bénin. Oui, dans ce groupe, il y a les favoris. Il faut retrouver le Sénégal. J'ai bien envie de dire le Bénin, mais avec beaucoup de réserves. Il faut aussi voir la RDC, qui est une équipe avec le TP Mazembe qui leur fournit quand même quelques têtes et avec les internationaux qui pourront faire l'affaire. Donc, en pole position, je mettrai le Sénégal et la RDC, sans oublier que le Bénin est une équipe aujourd'hui qui est en construction et qui peut rivaliser sérieusement. Il y a une erreur que nous sommes en train de faire parce que nous avons l'habitude de minimiser le Botswana. Attention, le Botswana aujourd'hui vient avec son équipe locale et ils sont pas comme le Sénégal ou la RD Congo. Ils sont là c'est des joueurs qui sont déjà habitués à jouer ensemble. Alors, ils peuvent toutefois créer comme trou de tête dans ce groupe. Oui, c'est un bloc qui évolue très bien et à tout moment ils peuvent faire la surprise par rapport à cette canne-là. Donc je pense que dans ce groupe-là, le Botswana a son mot à dire, surtout avec leur homogénéité défensive. Et si je peux ajouter, si le Bénin arrive à passer le Botswana, c'est que le Bénin peut sortir de cette poule. Si le Bénin arrive à passer le Botswana, oui, parce qu'il y a cette possibilité de faire partie des troisième meilleurs de chaque groupe. Oui, alors, rapidement, il reste deux derniers groupes. Le groupe E, qui regroupe cette fois-ci l'Algérie, la Guinée équatoriale, le Burkina Faso et puis le Soudan. Il n'y a rien à faire. L'Algérie, elle vient en tête. Elle est favorite dans ce groupe. Et le Burkina, on ne présente plus, qui est quand même une équipe ouest-africaine très talentueuse et avec de grands noms, si on peut le dire, et qui a un football plaisant. Donc, on peut assister à un match vraiment costaud dans cette poule, mais le Burkina et l'Algérie viendront en tête, sans oublier que le Soudan et la Guinée équatoriale sont des équipes... La Guinée équatoriale qui a créé beaucoup de problèmes la dernière fois à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, ils ont utilisé à 4 buts à 0, ce qui a coûté la démission du Français. Qui était là. Donc, ne sous-estimons pas la Guinée équatoriale. Ils ont de très belles solidités au niveau de l'attaque, au niveau de la défense et aussi des individualités qui ne disent pas son nom. À tout moment, la Guinée équatoriale peut faire le break et faire sortir du groupe là facilement. Oui, c'est ainsi. Le dernier groupe, le groupe F, le groupe que je peux qualifier groupe de la mort, le Cameroun, le Gabon, la Mozambique et puis la Côte d'Ivoire. J'ai bien envie de dire que il y a un finaliste, une équipe finaliste dans ce groupe. Ah bon? La Côte d'Ivoire qui va vouloir défendre son titre. Le Cameroun qui est une grande nation de football qui, avec des jeunes, va vouloir imposer son rythme à travers toutes ces CAN. Je pense qu'on pourra quand même assister à de très beaux matchs avec cette poule. Si je mets ces deux équipes-là en favori, sans oublier la capacité des deux autres équipes qui pourront quand même défendre leurs couleurs.
J'ai un mot à dire. Rapidement, un mot. Avec la prestation de l'équipe ivoirienne que j'ai vue par rapport au qualif de la Coupe du Monde, je pense que si la Côte d'Ivoire ne sait pas faire, ils peuvent ne pas se sortir de ce groupe. Le Cameroun. Parce que attention au Gabon. Attention au Gabon. Oui, avec le grand retour de Pierre-Emerick et Aubameyang, il ne fait que faire des doublés ni des triplés, voire pas des quadruplés. Donc attention à la Côte d'Ivoire. C'est très facile de monter à la tête de l'Afrique, mais il faut se maintenir rapidement aussi. Et se maintenir. Alors, nous allons finir rapidement cette émission, mais en faisant un petit rappel par rapport aux matchs qui sont joués un peu plus tôt dans cette journée de lundi. Il y a cette rencontre-là entre le Mali et la Zambie. Il y a aussi l'explication entre l'Afrique du Sud et l'Angola. Pour finir aussi, l'Égypte qui croisait le Zimbabwe. Pour clôturer cette journée. Et demain, nous avons bien sûr cette confrontation entre le Bénin et la République démocratique du Congo. Match à suivre de très près. Nous souhaitons d'ailleurs sur ce plateau une très bonne chance, bien sûr, à nos guépards. Et on se retrouve très rapidement. Je pense qu'on va gagner ce match-là. Ce match, on va le plier. On se retrouve demain pour un autre plateau après match, bien sûr. Bien sûr. Puis on va analyser tout ce que cette rencontre va nous offrir pour cette édition de la CAN. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et à très bientôt.